J'ouvre tout de suite le second débat de Sens Public consacré au rapport remis la semaine dernière par la Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Il contient 750 pages, 30 000 témoignages de victimes, 83% de femmes parmi ces témoignages et 82 recommandations. Quelles sont ces recommandations? La réponse de l'État est-elle à la hauteur de ce que l'on peut appeler un crime de masse avec 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles? Avant d'en débattre, je vous propose un témoignage, le témoignage d'Arnaud Gallet. Il est anthropologue. Aujourd'hui, il vient de publier un livre choc sur ce qu'il a subi dans son enfance. Flora sauvage. J'ai été violé entre l'âge de 8 ans et 11 ans par un prêtre pédocriminel. C'était lié d'amitié avec mon père. Et en fait, à chaque fois qu'il venait en France, mon père allait le chercher à l'aéroport et il venait dormir chez nous. Et à chaque fois, d'ailleurs, il le faisait dormir dans ma chambre. Alors que, ça j'ai jamais compris pourquoi, il y avait une chambre d'amis dans laquelle il aurait pu dormir, sauf qu'elle n'était pas rangée, etc. C'est toujours le prétexte qui m'a été donné, et donc il dormait dans ma chambre. Non, pas finalement. C'était un moment où je faisais pipi au lit en fait à l'époque, donc à chaque fois qu'il venait dormir dans ma chambre, il me faisait venir au bout d'un moment dans son lit, me demandait donc de me déshabiller. Donc ce que je faisais, j'étais complètement souillé. Et de là, en fait, il commençait par, on va dire, ce qu'on appellerait plutôt, à mon sens, une forme de découverte de mon corps. J'étais complètement tétanisé et j'ai compris après que j'étais dans un état de dissociation complet, quoi. Je veux dire, j'étais complètement en état de choc. Et de là, en fait, il faisait un peu ce qu'il voulait de moi. Mais j'avais vraiment l'impression, par ailleurs, d'avoir été acteur là-dedans, de me dire, bah tiens, c'est peut-être moi qui l'ai voulu, j'ai rien dit, etc. Il y a un truc qui est très confus, tout simplement parce qu'on sait pas ce que c'est quand on est enfant et de subir une agression sexuelle, puisque moi initialement ça passait quand même par de la masturbation, des choses comme ça, et après pire, d'être sodomisé, etc., comme ça m'est arrivé. Sous l'emprise de son agresseur, Arnaud ne parvient pas à révéler les viols qu'il subit, jusqu'à ce qu'il brise le silence à l'âge de 19 ans. Grâce à un reportage sur France 3, je dis c'est ce qui m'est arrivé. Et là, j'explique à mes parents, qui étaient tous les deux devant la télé, voilà ce que Rémi Laurando, qui était donc le nom du prêtre, qui était prêtre missionnaire et qui était également donc un grand-oncle, m'a fait. Mais il m'a fait sans revenir justement sur la stratégie, puisque j'ai fait comme beaucoup d'enfants ce qu'on appelle une amnésie traumatique partielle. Donc je me souvenais pas de l'ensemble, je me souvenais juste j'avais juste certains flashs. J'ai parlé tardivement parce que les conditions n'étaient pas réunies ou parce que les personnes ne voulaient pas voir. Moi je le dis, d'une certaine manière, la société est consentante à ce qu'on vit aujourd'hui. Elle souhaite ne pas voir. Voilà, on peut le dire autrement ou faire d'autres parallèles. Si on regarde l'histoire de Vanessa Springora, par exemple, c'est éclairant, c'est-à-dire que tout le monde était au courant et personne ne faisait rien, alors qu'à l'époque, t'es pas autorisé, quoi, en réalité. Donc, Désormais, Arnaud Gallet se bat au quotidien pour que la parole des enfants soit entendue et réclame un plan Marshall de la protection de l'enfance. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France. Voilà, je me permettais juste, je trouve ça très bien de le faire dans les entreprises. Justement, à quoi pourrait ressembler un plan Marshall de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants? On en débat avec Édouard Durand. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes coprésident de la Ciivise, de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Vous êtes juge des enfants également. Dominique Verrien, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice Union centriste de Lyon, présidente de la délégation aux droits des femmes au Sénat et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. On attend Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l'association Mémoire traumatique et membre permanente de la Ciivise. Elle va arriver dans un instant. Émilie Zapalski, évidemment, est restée à mes côtés. Je vais commencer, je vais rappeler ce constat. On a entendu les chiffres dans notre sujet d'ouverture qui est quand même effrayant. Il y a beaucoup de chiffres et de constats qui sont glaçants. 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles. Un enfant toutes les 3 minutes. Et puis si on va chercher un autre chiffre, une personne sur 10 a été victime de violences sexuelles dans son enfance. Ça représente aujourd'hui près de 5 500 000 adultes. Arnaud Gallet, qu'on vient d'entendre, il parle dans le reportage de Flora de massacre de masse. Est-ce que c'est aussi le constat que vous avez fait après 3 ans de travail à la Ciivise? Oui, il faut bien prendre en compte qu'il s'agit d'une réalité extrêmement massive. Vous avez dit ce chiffre, un enfant toutes les 3 minutes. Combien de temps allons-nous être réunis ce soir pour parler? Pendant ce temps, combien d'enfants seront victimes de viols ou d'agressions sexuelles, toujours dans des lieux où les enfants sont censés vivre en confiance et en sécurité? Chez eux le plus souvent. Exactement. Et l'ampleur, c'est aussi la gravité. Et ce que ces 30 000 témoignages d'adultes nous montrent, c'est que l'impact pendant l'enfance est extrême
de bouleversement du monde. Il faut s'imaginer un petit garçon, une petite fille, des adolescents, parfois des nourrissons. La vie s'arrête. Mais ça continue pendant toute la vie d'adulte et la souffrance est telle que parfois, certaines personnes arrêtent la vie pour arrêter la souffrance. C'est ça dont nous allons parler. Et c'est pour ça qu'effectivement, moi j'ai repris aussi ce terme de massacre de masse. Dominique Vérien, comment on peut, c'est vraiment à nous, société française, tolérer ces violences à nos portes, chez nos voisins, parfois dans nos familles. J'ai pas forcément la réponse, hein, mais comment depuis des décennies on peut tolérer ça? Je crois que quand on ouvre les yeux, c'est intolérable. Mais trop de personnes ne les ouvrent pas. Et donc voilà pourquoi ça peut continuer à se faire. Hein. Si on ne le vit pas soi-même, si on ne le côtoie pas, si on n'a pas accès, comme la Civise l'a eu, à tous ces témoignages, ça paraît peu croyable. Et puis on a cette présomption d'innocence qui se justifie, mais qui, il est vrai, sert systématiquement la personne qui est l'auteur. Il y a le fait qu'on a du mal à croire l'enfant parce que c'est une parole d'enfant. Il y a le fait qu'on n'est pas formé à ce que c'est que le psychotraumatisme. On n'est pas formé à ce que c'est que, sur d'autres sujets, moi je travaille sur le contrôle coercitif, sur les violences intrafamiliales, mais de toute façon les enfants sont systématiquement victimes. Et si les services sociaux, si les forces de sécurité intérieure, si les magistrats, si toutes les personnes qui sont en contact avec les enfants ne connaissent pas ces notions-là, eh bien, effectivement, on va dire que c'est parole contre parole et avec une parole d'enfant qu'on ne croira pas. Ouais. On a titré ce débat est-ce vraiment la fin du déni? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que votre rapport marque la fin du déni d'une certaine façon? Je l'espère, je veux le croire. C'est une décision qui est une décision collective, c'est-à-dire de chaque citoyen personnellement et du groupe humain que nous formons. Puis c'est une décision de politique publique. Il ne faut pas faire porter tout ça sur les épaules de l'enseignante, du médecin, de la juge, des parents. Du policier ou du gendarme qui prend la première plainte. C'est une politique publique. Qui décidons-nous de protéger? Les agresseurs ou les enfants? Pour vous, c'est cette alternative-là. Jusqu'à présent, on a protégé les agresseurs. Mais le déni, c'est ça. Ouais. Et l'incest, les violences sexuelles faites aux enfants, c'est le déni le plus constant de l'histoire humaine. C'est un fait, je ne suis pas anthropologue comme Arnaud Gallet, mais je pense qu'on peut dire que c'est un fait anthropologique constant. Et ce déni, eh bien, infiltre le fonctionnement social de la justice, des soins aussi bien. On va en parler avec Muriel Salmona dans un instant. Comment se fait-il qu'au nom de principe, on attende plusieurs mois, plusieurs années pour décider de protéger un enfant? Comment se fait-il que dans le doute, on prenne le risque d'envoyer un enfant chez son violeur? Comment répondre à cette question? C'est un système d'impunité. Le déni, c'est ça. Émilie, ça s'appelle. Oui, moi, il me semble que c'est une question qui me fait penser à l'anthropologie. C'est vraiment la constitution des sociétés, parce qu'on a l'impression que dans ce déni, c'est impossible de voir, je ne sais pas, son mari, son enfant, si c'est dans le cas d'un inceste de frères et de sœurs, devenir ces monstres-là. C'est inimaginable pour une société, pour une famille, il me semble, de voir ces monstres-là. Et donc, c'est pas acceptable de le dire, de l'exprimer. Je pense que c'est là, cet ordre du déni. Et c'est comme si la société s'était fabriquée comme ça, qu'on se protège quelque part parce qu'on ne veut pas voir cette horreur-là, donc on ne le fait pas sortir. Et moi, je suis d'accord avec vous, ça ne peut pas reposer, ne serait-ce que sur les épaules d'un enfant, qui plus tard, comme on le voit avec le témoignage d'Arnaud Gallet ou quoi, qui, même moi j'en connais, qui à 50 ans disent « bah oui, j'ai subi ça, je ne pouvais pas le dire avant, je ne me rendais même pas compte, tellement c'était dur de voir ces gens-là qui étaient des proches, qui étaient de la famille, parce que souvent c'est dans la famille, c'est ce que vous dites dans votre rapport, c'est inacceptable, c'est une espèce de chape de béton qu'on a constituée, les familles se sont constituées comme ça, et c'est bien si on commence à sortir de ça, c'est comme si on faisait une étape anthropologique intéressante dans les familles pour dire, eh ben oui, ça peut exister, ça va détruire forcément des familles, des gens, mais il faut absolument sortir ça et que ça repose pas sur les enfants qui soient dans les médias ou qui trouvent une autre façon d'être protégés quelque part. Allez-y, vous vouliez intervenir. Pour aller au bout de la question que vous posez et vous apporter des éléments de réponse très précieux, madame, il y a l'irreprésentable, la scène
de viol d'un enfant. C'est de l'ordre de l'irreprésentable, je suis d'accord. Il y a aussi la tolérance du fait. Bien sûr. C'est-à-dire la représentation et l'acceptation. Et ce qui est aussi une réalité. Et dans les 30 000 témoignages que nous avons reçus, nous voyons ça. Nous voyons que, mais sur des chaînes de télé comme celle-ci, il n'y a pas si longtemps, on pouvait le dire librement, qu'on avait ces actes-là sur les enfants. C'est pourquoi je dis qui vont nous protéger. Disant, oh, mais c'était une autre époque. Alors on dit c'est une autre époque, mais qu'est-ce qui va nous garantir qu'on ne reviendra pas à cette époque-là? Eh bien moi je crois que c'est la prise de conscience que ces êtres humains existent et que là, ils se sont levés et ont pris la parole. Ça, c'est un fait nouveau. Et puis dans le silence, en fait, il y a aussi le fait que les membres veulent maintenir cette famille soudée et donc celui qu'on va rejeter, c'est celui qui parlera. Et donc, il a intérêt, s'il veut rester dans une cellule, parce que la cellule familiale, c'est celle aussi à laquelle on va s'identifier et qui est censée nous protéger. Et donc, être exclu du clan familial, c'est se retrouver totalement seul dans la société. Ouais. Donc, il faut un certain courage pour faire exploser le clan familial. Ça va provoquer le silence. Hein. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiante, j'avais une jeune fille qui avait dénoncé les actes de viol de son père pour éviter que ça arrive à sa petite sœur. Ses frères sont venus l'attendre à la sortie de l'école pour lui casser la figure parce que elle détruisait leur famille. C'est jamais elle était la victime, elle était celle qui détruisait la famille. Je vous l'ai dit en préambule, en démarrant ce débat, il y a beaucoup de statistiques, de chiffres qui sont dans le rapport de la Ciivise, qui sont vraiment glaçants, notamment justement sur l'inceste, le fait que ça se passe dans la famille. 81% des violences sexuelles se déroulent dans le cadre familial. C'était le cas d'Hélène Carr, je vous propose son témoignage. Elle est aujourd'hui sophrologue. Dans sa jeunesse de 6 à 14 ans, elle a été manipulée et violée par son frère et ses cousins. J'ai encore dans ma tête les bruits et les rires des adultes qui étaient en bas. Et nous, on était en haut et en fait, on était chacun sur un matelas. Et là, j'ai senti le plus âgé de mes cousins qui est arrivé derrière moi. Et en fait, j'ai plus bougé à partir de ce moment-là. Et j'ai senti en fait son sexe qui durcissait derrière moi. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à me mettre la main sur la bouche, puisque moi, je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais à ce moment-là, il me glissait dans l'oreille qu'il fallait rien que je dise, que si jamais je disais quelque chose à quelqu'un, il allait faire du mal aux personnes que j'aimais. Hélène Carr, qu'elle a trouvé, malgré tout, le courage de dénoncer son frère et ses cousins. Voici ce que son père lui a répondu. La première fois que j'ai demandé à mon père de venir et que je lui ai expliqué ce qui s'est passé, mon père a minimisé. C'était, comme je vous disais tout à l'heure, mais moi je jouais à touche-pipi avec mes sœurs et on n'en a pas fait toute une histoire, quoi. Tout le monde fait ça, c'est normal, les enfants ils se découvrent. Sauf que quand un frère il met des préservatifs pour pas vous mettre enceinte, on est sur un autre niveau en fait, on n'est plus sur la découverte des corps. On va commencer à avancer sur les préconisations du rapport Édouard Durand. Qu'est-ce que vous proposez justement pour sortir de ce silence? Comment aider les victimes à trouver une oreille qui va être attentive et dire « je vous crois » et pas « oh là là, tout le monde a fait ça ». C'est le plus important. Parce que c'est comme ça qu'on enclenche la chaîne de la protection. Personne ne peut protéger tout seul. Il faut être une chaîne. C'est pour ça que c'est une politique publique, c'est un fonctionnement social. Ce que nous avons montré dans notre rapport, c'est qu'il y a 3 grands types de réponses quand un enfant révèle des violences. Je te crois, je te protège, le soutien social positif. Je te crois, mais rien, le silence, un second anéantissement, soutien social négatif, et tu mens. Tu détruis la famille. L'absence de soutien social, eh bien, seuls 8% des enfants reçoivent un soutien social positif. Parce qu'il n'y a pas assez de structure? Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. C'est une question d'acceptation de la réalité. Qu'est-ce que c'est le déni? C'est « ça n'existe pas, je ne veux pas que ça soit vrai, ça n'est pas grave, ça ne me regarde pas, il n'y a rien à faire ». C'est ça le déni. Et à chaque fois, vous allez voir ce type de réponse. Or, tout le monde fait ça.
ce que cette femme a dit très justement. La réponse de son père, c'est normal, tout le monde fait ça. Oui, les agresseurs disent ça. Ils disent aussi, si tu parles, je te tue. Si tu parles, tu vas détruire la famille. Tu vas faire du mal si tu parles, tu vas aller au commissariat et on ne te croira pas. Ce qui se passe, malheureusement. Eh bien, autant de raisons qui font que l'enfant victime se demande s'il va être cru. Et tous les enfants victimes le disent. Ce qui m'a empêché de parler, c'est la peur de ne pas être cru. C'est pourquoi il ne faut pas attendre que les enfants parlent. Il faut aller leur poser la question. C'est notre première préconisation, le repérage par le questionnement systématique. On dit dans une classe... Il se fait où ce questionnement? Partout. À l'école Vous allez chez le médecin. Votre médecin doit vous demander, mais s'il y a des antécédents cardiovasculaires dans votre famille, mais il doit également vous demander si vous avez été victime de violences dans votre enfance, parce que c'est un déterminant majeur de la santé à l'âge adulte. Ça doit se faire à l'école, ça doit se faire chez l'éducateur, ça doit se faire chez la psychologue. Quand j'étais juge des enfants, je posais la question des violences à tous les enfants. Il y a des enfants systématiquement. Mais oui, et même aux enfants délinquants. Oui. Il y a des enfants qui me disent parfois qu'on leur fait des choses qu'ils n'aiment pas. Oui. Est-ce que toi, il y a des choses qu'on te fait et que tu n'aimes pas? Parce que, alors, l'enfant se dira, je peux lui dire, elle va me croire, il va me protéger. Il sera capable, dans sa tête, de mettre les images des mots que je vais dire. Donc, ce tabou de la question, il faut vraiment le retourner. C'est-à-dire que tout le monde ose poser la question aux enfants ou même aux adultes. Est-ce que ça vous est arrivé? Voilà, j'entends vraiment cet argument qui est essentiel. C'est d'autant plus important, Dominique Verrier, que... alors là, on parle à juste titre de l'inceste, mais vous étiez co-rapportrice d'un travail au Sénat, rapport sur le thème en 2019 des violences dans les institutions d'accueil des enfants. Alors là, on est presque dans le pire du pire. C'est-à-dire que ce sont des lieux où les enfants sont supposés être protégés, accueillis, et évidemment, malheureusement, ils y subissent aussi des violences sexuelles. Est-ce que ça passe un peu sous les radars d'une certaine façon, ça? Alors on va pas. Si on parle de l'aide sociale à l'enfance, c'est sûr que là, on a un vrai sujet. Et parce que non seulement les enfants qui viennent là sont des enfants qui ont besoin d'être protégés, parfois parce qu'ils ont été justement victimes de violences sexuelles, mais on sait aussi que parmi les victimes, un certain nombre vont reproduire. Et il se trouve que les éducateurs qui accueillent ces enfants ne savent pas si les enfants qu'ils ont sont des victimes. Et donc potentiellement, ils peuvent mettre dans la même chambre un auteur et une victime. Par méconnaissance. Par méconnaissance, parce qu'on ne pose pas la question que vous posiez à l'instant. Alors, en règle générale, on le sait, les magistrats le savent, mais alors il y a le secret, on ne veut pas dire. Il y a vraiment du secret aussi, on ne veut pas dire, et probablement lié à un tabou, parce que si l'enfant était diabétique, on saurait le dire quand même, qu'on ne doit pas lui donner à manger n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il est victime de violences sexuelles, on ne le dirait pas pour dire celui-là, il faut le protéger plus que d'autres. Effectivement, j'entends votre argument. Vous vouliez intervenir, Émilie? Moi, j'ai une question, ça va être ma casquette féministe à nouveau. J'ai une question parce qu'on voit dans le profil, il y a quand même une majorité large d'hommes. Plus que large, c'est 97% des hommes. Donc c'est quasiment... Voilà. Est-ce qu'il y a aussi... Les agresseurs sont des hommes, quoi. Il faut dire les choses clairement. On peut le dire. Oui, évidemment. Est-ce qu'il y a une question, peut-être justement de société ou anthropologique, qui explique qu'il y a une espèce de... je sais pas comment on peut dire, de plein pouvoir, quoi, de je peux faire ça, comme on a le cas, et on est en train de travailler dessus, la société, heureusement, travaille dessus sur les violences faites aux femmes et tout ce qui se passe. Il y a aussi un tabou qui se lève là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de, quand je suis homme, dans ma famille, pour les femmes, je généralise pas, mais là, quand même, 97%... Une expression du patriarcat, quoi. Je suis propriétaire de l'intégralité de la famille, et donc je peux... C'est quand même fou. C'est une façon de posséder, c'est le terme en plus. Je vous propose de répondre à la question, et on accueille Muriel Salmona, qui peut rentrer sur ce plateau en attendant. Bienvenue, installez-vous, je vous présente dans un instant, je laisse Édouard Durand répondre. Le rapprochement avec les violences conjugales est tout à fait juste. Les mécanismes sont les mêmes, la stratégie de l'agresseur est la même, et l'impact psychotraumatique est la même, et les fondements sont les mêmes. La violence, même quand elle passe par le sexe, n'est jamais qu'un instrument du pouvoir. La violence sexuelle n'est pas de la sexualité, c'est un instrument de domination, d'écrasement. Ça veut toujours dire « tu m'appartiens ». Tu es ma chose, qu'il s'agisse du père ou d'un professeur ou d'un prêtre, peu importe. C'est toujours un acte de domination. Et oui, la quasi-totalité des agresseurs sont de sexe masculin. La quasi-totalité des victimes
de sexe féminin, mais quand les victimes sont des enfants, la proportion de garçons est plus importante qu'à l'âge adulte. Muriel Salmona, merci de nous rejoindre. Vous êtes psychiatre, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, membre permanente de la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Voilà, on est en plein débat sur finalement l'instrument d'un pouvoir masculin. Est-ce qu'il faut commencer par éduquer les petits garçons, pour renverser la table, pour sortir de ce déni ? Oui, alors il y a vraiment tout un travail très important autour de l'égalité, autour du respect d'autrui, du respect du consentement d'autrui, de toute cette éducation. Et puis, il y a aussi un travail important, puisqu'on le sait, beaucoup de ces petits garçons qui deviendront des agresseurs, souvent même déjà mineurs, ont été exposés à des violences sexuelles, soit en tant que victimes, soit en tant que témoins. Et déjà, si on les dépistait en tant que victimes, on éviterait la mise en place de tout un parcours ensuite d'agresseurs. Vous parlez d'un continuum de violence, oui, il y a un continuum de violence. Il y a une très grande étude de l'ONU qui a montré qu'avoir subi des violences sexuelles et physiques dans l'enfance pour une femme, pour une fille, ça multipliait par 16 le risque de subir des violences conjugales et sexuelles à l'âge adulte et par 14 pour les garçons de commettre des violences sexistes, des violences conjugales et des violences sexuelles à l'âge adulte. Donc on pourrait tout arrêter si on repérait le plus tôt possible et on protégeait ces enfants et si on donnait des soins. Parce que les soins évitent justement la reproduction de violences, que ce soit en termes de violences qu'on va à nouveau subir ou commettre. C'est des troubles psychotraumatiques qui sont à l'œuvre dans tous ces systèmes. Édouard Durand nous parlait tout à l'heure de l'importance de la détection, en fait, et effectivement, plus on détecte tôt, mieux c'est, donc l'importance d'oser poser les questions tabous. Est-ce qu'il y a aussi, Muriel Salmona, des comportements qu'on peut, nous, collectivement, détecter des comportements autodestructeurs ou d'autres qui nous permettent de dire « Ah, attention, il y a peut-être là un petit garçon, une petite fille qui est victime de violence ». Tout à fait. Il y a énormément de symptômes qui sont ce qu'on appelle pathognomoniques, qui sont des preuves qu'il s'est passé quelque chose de traumatique. Mais toujours, il faut toujours quand même poser systématiquement la question, parce qu'il y a toujours des enfants qui sont tellement traumatisés, qui vont être dans un état de dissociation, de déconnexion émotionnelle, qui vont être invisibilisés, qu'on ne peut pas voir. Mais sinon, tout changement de comportement brutal, tout comportement toute situation de souffrance mentale, toute situation de comportement sexuel inapproprié, de conduite à risque, d'agressivité, de mise en danger, et d'automutilation, mais aussi toutes les situations de phobie, de troubles anxieux, tout ça, et de troubles alimentaires aussi, de troubles du sommeil. Tous ces comportements-là vont devoir être des alertes, et tout aussi problèmes à l'école, problèmes vraiment d'agressivité, d'opposition, ou de ce qu'on appelle des angoisses de séparation, ou de troubles régressifs aussi, des enfants qui se remettent à faire pipi au lit, à avoir de l'encompresie. Tout ça doit interroger. Il y a un signe de souffrance, il y a un signe de malaise. On doit absolument rechercher ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te sentes si mal ? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal ? Oui, ça fait partie des hasards de l'actualité, mais aujourd'hui on a appris que Triste Tigre, qui est le livre de Neige Sino, récit de l'inceste qu'elle a subi, a obtenu le Goncourt des lycéens. Voilà, et qui est un très bon prix. Et je relis cette information au succès du film qui est adapté du roman de Vanessa Springora, Le Consentement, succès qui s'est construit comment ? Grâce à une sorte de bouche à oreille des adolescents sur TikTok qui ont commencé à parler de ce film, et ce film qui n'avait pas très bien marché la première semaine est en train de très bien marcher. Est-ce que, Édouard Durand, il y a là un message qu'une génération est en train de nous envoyer ? Vous qui êtes au pouvoir, bougez-vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est certain que la littérature a une capacité inégalée, qui lui est propre, de faire voir le réel. Christine Angot disait de son œuvre « Je veux que les mots soient visibles ».
Et c'est fondamental pour répondre à ce que nous évoquions au début de l'émission. Comment se représenter ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on veut éloigner de soi. Neige Sino, par Triste Tigre, et toute cette réflexion sur la littérature, sur les violences sexuelles, nous emporte vraiment dans une prise de conscience que je trouve magnifique. Je dois dire que je suis beaucoup plus réservé sur ce qui a été fait du livre de Vanessa Springora. Moi, j'ai vu ce film. Oui. Je n'ai pas accepté d'être mis en position de spectateur de viol pédocriminel. Je vous dis les choses comme je les pense. Oui. Et malgré le consentement qu'on prête à cette écrivaine, à nouveau, je reste beaucoup plus réservé. Vous voyez, il y a des manières de faire penser la violence qui ne sont pas sidérantes ni séductrices. Alors moi j'avoue, je n'ai pas vu le film, donc je ne peux pas donner d'avis sur le film. Ce que je trouvais intéressant, c'était le mouvement, on va dire, parmi une partie de la jeunesse française. Il y a un autre chiffre, je reviens au rapport que vous avez publié, qui est lui aussi effrayant. Pour moi, c'est peut-être le plus accablant. Seuls 3% des viols et des agressions sexuelles commis chaque année sur des enfants font l'objet d'une condamnation des agresseurs. Dominique Vérien, là aussi, comment expliquer ? Est-ce que ce n'est pas le constat d'une faillite collective, ce chiffre ? Ce n'est pas seulement la justice qui est en cause. 3% Alors, seulement. Ça n'est pas que la justice, mais quand je vous parlais de formation, je vais vous donner un exemple, et Muriel Salmona est là, mais je vais le dire devant elle. Elle a été invitée à l'association France Victimes de Lyon il y a quelques années. Notre procureur était dans la salle et en entendant Muriel Salmona a dit « mais il faut que tout le monde sache ». Parce que tant qu'on ne sait pas ce que c'est que le psychotraumatisme, on ne sait pas comprendre ce qu'est une victime et du coup on ne sait pas l'entendre. Et donc, du coup, la procureure a organisé une grande réunion où Muriel est venue et ça a tout changé dans Lyon. Alors, on n'est pas non plus les rois du monde, mais la formation, on est très bon, mais la formation objectivement de toutes les forces de sécurité, des magistrats, tout le monde s'y est mis parce que tout le monde a compris que là, il y avait quelque chose et des services sociaux qui étaient tous présents. Tout le monde a compris qu'on passait à côté de quelque chose et que du coup, passant à côté, on ne protégeait pas ce qu'on devait protéger, que ce soit des femmes ou des enfants. Et réellement, tant qu'on n'a pas su ça, et moi, le fait de voir le changement, on a un avant-après son passage, mais vraiment très clair dans le département. Et tant qu'on n'a pas vécu ça, et donc tant qu'on n'a pas eu une formation, et toutes les personnes qui suivent des formations me disent « j'ai changé ma pratique ». Et tant qu'on n'a pas toutes les personnes qui sont formées et qui ne changent pas leur pratique et donc qui ne savent pas reconnaître et qui continuent à dire ces paroles contre paroles alors que c'est derrière une porte fermée. Donc il faut bien reconnaître les signaux pour voir qu'il y a effectivement une victime. Et s'il y a une victime, eh bien il y a bien un auteur. Et objectivement, l'auteur est assez facile à trouver. Ouais. On va parler d'une des préconisations de votre rapport qui concerne l'imprescriptibilité des violences sexuelles sur les enfants. Je propose à Audrey Vuettaz de nous rejoindre sur ce plateau. On va déjà, rebonsoir Audrey, faire un peu de pédagogie. Imprescriptibilité, on parle de quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien tout simplement qu'il faut changer la loi qui date de 2018. Car actuellement, les victimes de violences sexuelles pendant leur enfance peuvent déposer plainte jusqu'à l'âge de 48 ans. Ça veut dire 30 ans après avoir atteint leur majorité. Au-delà, les faits sont considérés comme prescrits. Aucune poursuite judiciaire n'est donc plus possible, sauf que ces violences peuvent être si traumatisantes, et je parle sous votre contrôle, Muriel Salmona, que le cerveau peut oublier ce qui est arrivé. C'est arrivé justement à Mie Koiyama. Les souvenirs lui sont remontés 32 ans plus tard. Trop tard pour que sa plainte soit acceptée. L'affaire a été classée sans suite. Écoutez son témoignage, c'était au micro de Flora Sauvage. On a le sentiment qu'on est victime une seconde fois de ces viols, en fait. Donc c'est comme si ces crimes, on a besoin d'une réponse. Enfin, moi, j'avais besoin d'une réponse judiciaire à ces crimes. Et le terme de prescription, c'était presque insupportable, en fait. L'idée, je pouvais la comprendre intellectuellement, le droit à l'oubli, mais c'était exactement l'inverse de ce que je vivais dans mes émotions, physiquement, psychologiquement, intellectuellement.
C'est l'une des raisons pour laquelle la Civis demande l'imprescriptibilité des violences sexuelles contre les enfants, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'âge limite pour porter plainte. Le sujet est d'ailleurs régulièrement poussé par des associations. Le sujet revient au Parlement, mais il se heurte aux arguments des défenseurs de la prescription qui estiment qu'au bout d'un certain temps, la solidité des preuves et les témoignages est sujette à caution, ce qui peut conduire à des classements sans suite et donc à une double peine pour les victimes. Je continue la liste des arguments. Les auteurs de violences ne sont plus les mêmes après plusieurs décennies. Et enfin, certains défenseurs de la prescription mentionnent aussi le fait qu'actuellement, il n'y a que les crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles et ils veulent que cela reste ainsi. Je vous propose d'écouter le garde des Sceaux à ce sujet. Pourquoi pas l'imprescriptibilité des meurtres, des assassinats, où il y a aussi des victimes, de vraies victimes bien sûr, comme dans toutes ces infractions absolument atroces. Il y a aussi la question du dépérissement de la preuve, bien évidemment. Un certain nombre de très hauts magistrats de ce pays se sont exprimés sur cette question, sont défavorables à l'imprescriptibilité. Il y a aussi l'idée même de ce qu'est la prescription. Il a fallu des millénaires pour que notre société civilisée envisage ce qu'est la prescription. Elle a aussi un certain nombre d'avantages sociétaux, qu'on ne peut pas, sous le coup de l'émotion, balayer d'un revers de manche. Et puis je termine par un dernier argument. Il a été émis par la sénatrice centriste Annick Billon. C'est le fait que la prescription sert dans certains cas de déclencheur. Une date limite peut pousser les victimes à porter plainte. Merci beaucoup Audrey pour toutes ces informations. Muriel Salmona, je reviens vers vous parce que vous faites partie des psychiatres qui ont contribué, on va dire, à définir la notion d'amnésie traumatique. Est-ce que cette notion justifie pour vous, évidemment, l'imprescriptibilité ? Alors oui, parce que effectivement, là c'est la victime est dans l'incapacité de pouvoir faire valoir ses droits et de porter plainte, et que ce n'est pas sa faute, c'est le trauma qui génère un mécanisme de sauvegarde au niveau du cerveau qui va déconnecter les circuits émotionnels, les circuits de la mémoire. Et tant que la victime en fait est en situation de danger, tant qu'elle n'est pas protégée, tant qu'elle n'est pas soignée, tant qu'elle est exposée souvent aux agresseurs, au système agresseur, elle reste dissociée. Et c'est souvent très longtemps, il faut souvent très longtemps pour qu'elle soit enfin protégée, particulièrement dans les situations d'inceste, où c'est même jusqu'à 50% des victimes qui présentent des périodes d'amnésie traumatique. Et l'argument consiste à dire la prescription, ça peut être un déclencheur, ce que nous disait Audrey à l'instant. Je pense qu'on ne peut pas poser un argument par rapport à certaines personnes, alors que l'immense majorité des autres sont en incapacité de pouvoir porter plainte, et que déclencheur ou pas, ça ne va pas changer grand-chose. Leur incapacité, elle est là, et c'est ne pas penser aux plus vulnérables, à toutes les personnes, parce qu'il faut rappeler aussi que plus les personnes sont vues, plus les victimes, enfants sont vulnérables, plus ils subissent de violences, particulièrement les enfants en situation de handicap, et que leur cerveau est encore plus vulnérable, il va y avoir encore plus de difficultés à porter plainte. Oui. Édouard Durand, on a eu quelques arguments, mais vous préconisez la fin de l'imprescriptibilité. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous répondez, tiens, par exemple, au garde des Sceaux, qui s'exprimait sur ce sujet il y a 2 ans ? Premièrement, il ne s'agit pas d'une préconisation qui a été formulée sous l'emprise de l'émotion. Les personnes qui sont attentives à ce que vivent les victimes ne sont pas débordées par l'émotion. La raison est de tous les côtés. Premier élément. C'est un argument d'autorité et je ne vois pas qui serait légitime à s'attribuer l'autorité de la raison. Deuxièmement, nous y avons beaucoup réfléchi. Nous avons mis 3 ans en auditionnant des historiens, des philosophes, des psychiatres et pédopsychiatres, des juristes évidemment, et nous avons examiné les fondements de la prescription. Une civilisation, oui, c'est vrai, construit des régimes de droit. Qu'est-ce qu'on voit ? Premier élément, fondement des règles de prescription, il y a la carence du plaignant. Vous auriez dû parler quand il était temps de parler. Alors qu'il y a l'amnésie traumatique, alors que vous êtes sous l'emprise d'un système institutionnel, familial, qui vous empêche de parler, alors que la société dénie ce que vous êtes en train de dire. Il y a un autre argument qui est le fait que le coupable, pendant toute la durée où les faits ne sont pas prescrits, aurait vécu dans l'inquiétude et aurait subi une forme de peine
qu'il l'aurait changé. Mais nous avons... Mais c'est au fondement de la prescription, bien sûr. Et nous avons des agresseurs, des témoignages où des personnes nous disent « Mais moi, j'ai subi 1000 viols dans mon enfance. » Il y a des agresseurs qui font jusqu'à 150, plus même, de victimes. On dit la paix sociale. La paix de qui? La paix de qui? C'est pour arranger qui? Vous voyez? Ce qui garantit la paix sociale, c'est que la loi soit remise à sa place. Dernier point, pardon d'être... Mais je voudrais quand même le dire, c'est que, évidemment, nous avons avec beaucoup d'humilité, permettez-moi de le dire, abordé cette question, y compris la question de notre histoire. Nous sommes des enfants de la deuxième partie du XXe siècle. Et ce n'est ni sous le coup de l'émotion ou de la déraison que nous avons avancé vers cette préconisation. La prescription n'est pas le critère social de la mesure de la gravité d'un crime. Ce n'est pas le critère. Dominique Vérien, votre avis sur ce thème-là, l'imprescriptibilité. Il y a un autre argument qui est la difficulté de réunir des Mais même quand c'est le lendemain, des faits, il n'y a déjà pas de preuves. Bon. Dominique Vérien, votre avis? Alors, c'est vrai qu'il y a le sujet des preuves. Je pense que ce qu'il faut... Alors, moi, jusqu'à présent... Peut-être que je vais encore évoluer, mais jusqu'à présent, je ne suis pas pour l'imprescriptibilité parce que, alors j'entends bien, ça n'est pas une hiérarchie, mais malgré tout, c'est un peu comme ça qu'on traite les choses au niveau des peines, avec une hiérarchie. Et le crime contre l'humanité est imprescriptible aujourd'hui, et c'est le seul. Pour autant, je pense que ce qu'il faut, et la plupart des victimes ont besoin d'être reconnues comme étant victimes, et que l'auteur soit reconnu comme étant auteur. Et que ça n'est pas forcément lié à une judiciarisation, une peine. Et donc, je crois qu'il y a tout un autre travail à faire, éventuellement parallèle. Parce que ce que disait Annick Billon sur le fait que certains ou certaines attendent la prescription pour pouvoir aller parler, c'est pour pouvoir être reconnus, et sans forcément que ça ait une réelle conséquence, parce qu'effectivement, ils sont encore dans le système, mais sans cela, ils n'y seraient pas allés. Donc je pense que c'est forcément un peu plus complexe. Par contre, je voulais continuer sur le fait qu'il y a effectivement l'amnésie traumatique, et évidemment, il faut en tenir compte. Il y a le fait que une chose peut être prescrite, mais si on retrouve une victime qui est plus récente, que ça puisse faire de nouveau, on puisse faire appel à la victime ancienne. Il y a énormément d'aménagements encore possibles avant même d'aller vers l'imprescriptibilité. Pour l'instant, je suis pour ça, mais peut-être que j'évoluerai. Nous verrons. Alors, il nous reste plus que 5 minutes. Le temps a filé beaucoup trop vite dans ce débat, mais je voudrais quand même qu'on consacre ces 5 dernières minutes à l'avenir de la Ciivise. Émilie Zapalski, 23 janvier 2021, c'est le jour où Emmanuel Macron a annoncé la création de la commission, mandat qui devait durer 3 ans. Elle devrait poursuivre ses activités. Oui, elle devrait continuer à exister avec des missions élargies, une nouvelle feuille de route. On parle de pédocriminalité en ligne, d'accès à la pornographie, d'éducation à la sexualité des enfants, de prostitution des mineurs. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré Charlotte Caubel, secrétaire d'État à l'enfance, dans une interview au Journal du Dimanche. Elle l'a confirmé mardi à l'Assemblée nationale. Elle a dit que les détails devraient être présentés dans les prochaines semaines. Il y avait des inquiétudes. Oui, il y avait un flou qui régnait à tel point qu'il y a eu une lettre qui a été faite, une lettre ouverte au président de la République par les 36 membres de la délégation aux droits des femmes du Sénat pour demander son maintien. Il y a une pétition aussi qui tourne actuellement pour le maintien de ses coprésidents, dont Édouard Durand, ici présent. Et il ne serait pas reconduit, en tout cas c'est ce qu'on entend dans le cadre de cette nouvelle feuille de route. Est-ce que son travail, c'était un peu particulier de parler de vous alors que vous êtes dans la salle, n'aurait pas convaincu? Eh ben, on peut se dire qu'au contraire, si, et peut-être un petit peu trop, avec des critiques virulentes sur le système judiciaire, un ton très engagé, peut-être trop engagé pour le gouvernement. Charlotte Caubel, mardi, à l'Assemblée, a dit « ce n'est pas le combat d'un seul homme », je ne sais pas si elle vous parlait de vous, elle a dit « c'est le combat du gouvernement, du Parlement, de tous les adultes de notre pays ». D'après les informations du Parisien, le gouvernement chercherait une équipe avec des experts d'autres natures, en gros un petit peu moins critiques sur l'action publique en matière d'inceste. Mais est-ce que des personnalités justement engagées ne sont pas indispensables pour mener ces combats, surtout pour s'assurer que les mesures sont prises au bout du bout? Ouais, et qu'elles sont à la hauteur. Je vous pose la question, Édouard Durand, vous êtes prêt à continuer avec Nathalie Mathieu, qui est coprésidente de la Ciivise? Bien sûr, je le demande. Oui, c'est un engagement.
Bien sûr que ce n'est pas le combat d'un homme. J'ai très mal vécu cette sortie qui est presque insultante. Ce n'est pas le combat d'un homme, c'est évident. Et simplement, les personnes engagées ne sont pas jetables non plus. Personne n'est irremplaçable, mais personne n'est jetable. Est-ce que c'est parce que vous parlez, entre guillemets, trop fort? Ça me fait penser aussi à Jean-Marc Sauvé, qui présidait la CIES, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui a, notamment, entre autres, finalement pas été reçu par le pape François. Est-ce que ceux qui parlent trop fort finissent par déranger? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a une forme de symétrie, en effet, qui rejoint ce que disait Madame la Présidente Dominique Vérien tout à l'heure, en début. Il y a quelqu'un qui est rejeté dans l'histoire. Nous parlons de ça. Dans une culture du déni. Il y en a un qui est rejeté, il y en a un qui paye. On lui reproche même son engagement. Évidemment que ce n'est pas le combat d'un homme, c'est le combat d'une société. Vous savez, on fait des choix dans la vie. Moi, j'ai choisi que je voulais, comme juge des enfants, que les enfants et les victimes de violences se disent « il me comprend ». Et ce rapport de 750 pages, eh bien, hier encore, quand je recevais une femme victime en audition à la Civise, elle me disait « j'ai cru lire ma biographie à chaque page ». Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi arrêter ça? Vous voyez? Et oui, et je crois, Jean-Marc Sauvé dit « ils ont flingué mon rapport auprès du pape ». Il y a cette forme de symétrie. Il y a aussi... Parce que ce qui dérange, ce n'est pas la couleur de mes cheveux, ce n'est pas le ton de ma voix. C'est ce qui se dit. C'est le contenu et la fin du déni. À vous le mot de la conclusion. Oui. Donc, alors ça, c'est la problématique aussi des lanceurs d'alerte. On est lanceur d'alerte à la Civise, mais il y a quand même quelque chose qui est vraiment essentiel et qu'on ne peut pas étouffer. C'est toutes ces victimes qui ont témoigné, toutes celles qui croient, qui ont du coup beaucoup d'espoir dans l'action de la Civise et qu'on ne peut pas décevoir. Il faut rappeler que c'est justement après 80 000 tweets sur Twitter que du coup cette nouvelle commission a été mise en place pour dire qu'on voulait justement, que le président voulait vraiment croire que les victimes ne seraient jamais seules. Et là, avec la Civise telle qu'elle a été conçue, avec notre engagement à tous, et bien justement, on entend les victimes et les victimes ne se sentent plus seules. Et ça, faudrait surtout pas que ça s'arrête. Il faut qu'on continue à être leur porte-voix. En 15 secondes, vous souhaitez que les coprésidents restent en place? Alors oui, je pense que c'est important et que quand on est vraiment engagé du côté du gouvernement, on ne peut pas avoir peur d'avoir un aiguillon à côté qui nous dit avancer. Au contraire. Évidemment, c'est parfaitement contradictoire. Pour conclure, je rappelle, et ça me semble évident de terminer ce débat avec cette information, le numéro pour l'enfance en danger, le 119. Si vous êtes un enfant en danger, si vous êtes un témoin, que vous soupçonnez des violences sexuelles faites à un enfant, si vous souhaitez demander conseil, le 119, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, appel gratuit, numéro qui n'est pas visible sur les factures de téléphone. Vous pouvez aussi envoyer un message écrit à l'adresse allo119.gouv.fr. La Première ministre a annoncé des moyens renforcés pour le 119. On verra bien dans les jours à venir. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci Émilie. Également, notez que demain, l'écrivain et académicien Éric Orsena sera l'invité d'Oriane Mancini dans la matinale de Public Sénat. Bonne soirée. Merci.